Il pensait que je n'avais rien, que j'étais juste une vieille femme oubliée parmi tant d'autres, vivant seule dans cette propriété qui tombait en ruine, les mains couvertes de cale et les vêtements sentant toujours la fumée du poêle à bois. Eh bien, je les ai laissés croire. Et quand le village entier s'est réuni pour décider ce qu'il ferait de la pauvre Madame Marguerite, j'ai ri intérieurement, car s'ils avaient su ce qui dormait sous mon vieux figuier, ils m'auraient appelée Madame, tout court. Avez-vous déjà gardé un secret si lourd qu'il semblait battre au rythme de votre cœur? Le mien battait au son des pièces que j'avais amassées en silence pendant 40 ans. Avant de plonger au cœur de Bellerive-sur-Loire et des secrets que ces eaux tranquilles dissimulent, une petite invitation. Si c'est votre première visite dans notre bibliothèque d'histoire, où chaque vie est un livre attendant d'être lu, songez à vous abonner à notre chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucun chapitre des récits qui tissent la tapisserie complexe de l'âme humaine. Maintenant, tournez la page, car notre histoire commence sous le ciel gris de la France. Un jour où le silence de toute une vie était sur le point d'être brisé. À 65 ans, Geneviève Leclerc était devenue le scandale de Bellerive-sur-Loire. Pas un scandale bruyant, fait de cris et d'assiettes cassées, mais un de ces scandales chuchotés, qui voyagent avec l'odeur du pain chaud de la boulangerie le matin et se nichent dans les conversations à la porte de la pharmacie. Elle était là, debout, devant l'imposante porte en chêne de la mairie, le bâtiment de la préfecture qui semblait aussi ancien et inflexible que les coutumes de la petite ville. L'air de novembre était humide et froid, s'accrochant à son manteau de laine gris comme un linceul. À l'intérieur de la salle de réunion, le conseil municipal, dirigé par le maire M. Dubois, un homme dont le ventre proéminent était aussi rigide que ses opinions, débattait de son sort, ou plutôt du sort du garçon qu'elle avait amené chez elle, dans sa vie, au cœur de sa vieillesse. Geneviève n'avait pas besoin d'être à l'intérieur pour entendre les mots. Elle les connaissait par cœur, car c'étaient les mêmes qui la suivaient dans les rues pavées depuis des semaines. Une femme de son âge, avec un garçon pareil, venu de Paris. Elle n'a pas la structure, ni physique, ni morale. C'est de l'irresponsabilité. Les mots étaient des pierres lancées par des mains qui, pendant 40 ans, avaient serré la sienne en signe de respect. Elle fixa son regard sur la gargouille de pierre qui ornait le coin du bâtiment. La créature de pierre avait une expression d'agonie perpétuelle, comme si elle portait le poids de tous les secrets et jugements que cette ville avait jamais produits. Geneviève ressentait une étrange affinité avec elle. Toutes deux étaient des gardiennes silencieuses. La porte s'ouvrit avec un grincement qui résonna sur la place déserte. Monsieur Dubois sortit, le visage rougi, non de honte, mais de suffisance. Il ajusta son costume, un geste qui précédait toujours une déclaration qu'il considérait comme inattaquable. « Madame Leclerc », commença-t-il, la voix onctueuse essayant d'imiter la compassion. « Le Conseil et moi, conjointement avec les services sociaux, exprimons notre préoccupation, profonde préoccupation. » Geneviève resta immobile. Ses yeux, d'un bleu pâle qui semblait parfois gris comme la Loire en hiver, rencontrèrent les siens sans vaciller. Ses mains, ridées et tachées par l'encre de vieux livres, étaient calmement croisées devant elle. Préoccupation à quel sujet exactement, Jean-Pierre? Sa voix était basse, mais claire, tranchant l'humidité de l'air. Utiliser son prénom était une petite rébellion, un rappel qu'elle le connaissait depuis qu'il était un garçon qui volait des pommes dans son verger. Le maire se racla la gorge, déconcerté. Pour le bien-être du garçon, Léo. Et le vôtre, bien sûr. C'est un fardeau trop lourd. Un garçon problématique. À votre âge, vous devriez profiter de votre tranquillité. Pas gérer cela. Il fit un geste vague, comme si Léo était une tempête ou une maladie. La tranquillité. Quel mot curieux. Geneviève pensa à la paix qu'elle avait eue. Une paix tissée de solitude, de routine et d'odeur de vieux papier. C'était une paix sûre. Oui. Mais c'était aussi la paix d'un livre fermé sur une étagère poussiéreuse. Léo était l'antithèse de la paix. Il était un livre déchiré, aux pages manquantes et à la couverture tachée de colère. Et, pour une raison qu'elle-même ne comprenait pas entièrement, elle sentait que sa vie entière l'avait préparée à la tâche de le restaurer. « Le fardeau est le mien, Jean-Pierre », répondit-elle, avec un calme qui l'enragea, « et je choisis de le porter. »« Non, ce n'est pas votre choix, Geneviève, » éleva-t-il la voix. « Il y a des règles, des procédures. Le garçon a besoin d'un environnement stable, pas de la maison d'une veuve âgée remplie d'antiquité et d'amour, compléta-t-elle, le mot sonnant étrange et puissant dans l'air froid. Cela compte-t-il encore dans vos procédures?
Le maire resta sans voix un instant. Le silence qui suivit ne fut rempli que par le son lointain de la cloche de l'église. C'est dans ce silence que la véritable bataille commença. Pas une bataille légale, mais une bataille pour l'âme d'une famille et pour la redéfinition de ce que signifiait être mère, grand-mère, gardienne. Ce que personne à Bellerive-sur-Loire ne savait, c'est que la raison pour laquelle Léo était là, la raison de toute cette douleur et confusion, était enterrée dans un secret que le mari de Geneviève, le bien-aimé et défunt docteur Antoine Leclerc, avait emporté dans sa tombe. Et c'était ce secret, le véritable père de cette situation, que personne, absolument personne, n'attendait. Pour comprendre la femme qui faisait face au maire sur la place de la ville, il fallait remonter un peu en arrière, dans la quiétude de sa vie avant la tempête. Geneviève Leclerc était une institution à Bellerive-sur-Loire, autant que le pont de pierre ou le vieux chêne sur la colline. Sa boutique, le temps retrouvé, n'était pas seulement une librairie de livres d'occasion, c'était un sanctuaire. Situé dans une ruelle étroite, sa façade en bois sombre et sa vitrine à la calligraphie dorée étaient une invitation dans un monde différent. À l'intérieur, le temps s'écoulait plus lentement. L'air était épais de l'odeur incomparable de papier vieilli, de cuir et de cire d'abeille. Des tours précaires de livres s'élevèrent du sol, et les étagères en bois grinçaient sous le poids de siècles d'histoire. Geneviève se déplaçait dans les couloirs étroits avec la grâce d'une bibliothécaire née, ses doigts sachant instinctivement où trouver un volume de Proust ou une première édition usée de Camus. Elle avait hérité de la boutique de son père et avec elle, de l'amour de l'art de redonner vie aux livres oubliés. Au fond, elle avait un petit atelier de restauration. Là, entourée de presse, de papiers spéciaux et de pots de colle aux odeurs étranges, elle pratiquait sa magie silencieuse. Elle lissait les pages jaunies, réparait les dos cassés, et cousait les cahiers avec une patience qui semblait infinie. C'était un travail méticuleux, un dialogue avec le passé. Chaque livre qu'elle sauvait était une promesse qu'aucune histoire ne serait vraiment perdue. Sa vie était le reflet de son travail, ordonnée, silencieuse, et dédiée à préserver ce qui existait déjà. Elle se levait avec le premier rayon de soleil, s'occupait de son petit jardin à l'arrière, où les roses et la lavande poussaient dans un désordre contrôlé, puis ouvrait la boutique. Ses journées étaient rythmées par le tintement de la cloche de la porte, les conversations tranquilles avec les quelques clients fidèles et les longues heures dans son atelier. Elle était veuve depuis près de 10 ans. Antoine Leclerc, son mari, avait été le médecin de la ville. Un homme charismatique, respecté et, aux yeux de tous, parfait. Il était le soleil autour duquel la plus discrète Geneviève orbitait. C'était le docteur Leclerc qui faisait les discours lors des fêtes de la ville, qui était salué avec révérence, qui semblait avoir toutes les réponses. Geneviève était sa femme, la Madame Leclerc, une présence gracieuse et silencieuse à ses côtés. Quand il mourut subitement d'une crise cardiaque, la ville entière le pleura. Geneviève pleura en privé. Sa douleur était réelle, mais complexe. L'homme qu'elle avait aimé lui manquait, mais elle ressentait aussi le soulagement subtil d'un poids qu'elle ne savait même pas qu'elle portait. Avec sa mort, la maison devint plus silencieuse, mais aussi, d'une manière étrange, plus à elle. L'espace que sa grande personnalité occupait était maintenant vide, et Geneviève, lentement, commença à le remplir d'elle-même. Leur fils unique, Étienne, vivait à Paris. Leur relation était cordiale, mais distante, une distance que Geneviève ressentait comme un échec personnel, une page déchirée dans le livre de sa propre vie qu'elle ne parvenait pas à réparer. Étienne était un artiste, un peintre, une vocation qu'Antoine n'avait jamais approuvée, la voyant comme une indulgence frivole, indigne d'un Leclerc. Les conversations téléphoniques étaient rares et superficielles, remplies de non-dits qui pesaient plus lourd que les mots échangés. Geneviève vivait entourée de milliers d'histoires, mais la sienne semblait être arrivée à un épilogue tranquille. Elle était la grand-mère qui recevait des cartes postales de temps en temps, la veuve respectée, l'aimable propriétaire de la librairie. Elle avait accepté ce rôle. Elle croyait que le reste de sa vie serait une douce répétition des mêmes jours, jusqu'à ce que ses propres pages deviennent blanches. Elle ne savait pas que le prologue d'un nouveau volume, le plus difficile et le plus douloureux de tous, était sur le point d'être écrit. L'appel arriva un mardi pluvieux d'octobre. La pluie frappait sans relâche les vitres de la librairie, transformant le monde extérieur en une aquarelle grise et floue. Geneviève était dans son atelier.
restaurant délicatement la reliure d'un exemplaire du Petit Prince. Le travail exigeait une concentration totale, une évasion parfaite du son mélancolique de la pluie. Le téléphone, un vieil appareil noir à cadran, sonna avec une stridence qui la fit sursauter. Il sonnait rarement à cette heure de la nuit. Avec un soupir, elle s'essuya les mains sur un chiffon et décrocha, la voix un peu rauque à force de ne pas servir. « Allô ?» De l'autre côté, une voix formelle et inconnue, un policier de Paris. Ses mots étaient directs, dénués d'émotion, comme s'il lisait un rapport. Il y avait eu un accident. Sur l'autoroute, A6. Un camion fou, la route glissante, une voiture. Geneviève sentit le sol de l'atelier tanguer sous ses pieds. Elle s'agrippa à la table de travail, les jointures de ses doigts blanches. Étienne Leclerc et Clara Dubois. Leur nom était sur les papiers, continua le policier, sa voix un bourdonnement lointain dans ses oreilles. Nous avons le regret de vous informer. Le reste de la phrase se perdit dans un tourbillon de déni. Étienne, son garçon, le garçon qu'elle avait bercé, dont elle avait nettoyé les genoux écorchés, dont elle avait religieusement gardé les dessins d'enfant, l'homme avec qui elle n'avait jamais vraiment réussi à parler. Clara, sa belle-fille, une femme vibrante et pleine de vie, qu'elle connaissait à peine, disparue, effacée, comme une phrase mal écrite, rayée de la page. Son esprit, entraîné à l'ordre et à la logique, refusait de traiter l'information. Un accident, un mot si banal pour un événement si cataclysmique. Il y a un survivant, dit le policier, sa voix s'adoucissant un peu, percevant peut-être le silence stupéfait de l'autre côté de la ligne. Leur fils, Léo. Il était sur la banquette arrière. Il est en état de choc. Quelques blessures légères. Il est à l'hôpital Necker. Léo. Son petit-fils. Un garçon de 16 ans qu'elle ne voyait que sur les photos de Noël. Chaque année plus grand, plus distant. L'image qu'elle avait de lui était celle d'un jeune garçon aux cheveux sombres et aux yeux sérieux. Maintenant, il était seul dans un hôpital à Paris. La voix du policier la ramena à la cruelle réalité. « Madame Leclerc, vous êtes la parente la plus proche enregistrée. Nous avons besoin que vous veniez à Paris. » L'appel se termina. Geneviève resta avec le combiné à la main, le son de la ligne morte résonnant dans la pièce silencieuse. La pluie continuait sa litanie contre la vitre. L'exemplaire du Petit Prince gisait ouvert sur la table, sa couverture bleue la fixant. Elle lut la dédicace qu'elle était en train de restaurer. « Pour mon fils, afin que tu n'oublies jamais de regarder avec le cœur. » Une larme, la première, tomba sur la page, tachant l'encre. Cette nuit-là, la gardienne des histoires anciennes réalisa que sa propre histoire avait été violemment arrachée à son cours prévisible. Son fils était mort, et un petit-fils qu'elle ne connaissait pas avait besoin d'elle. Le temps de redécouvrir, de réparer, était terminé. Il était maintenant temps d'affronter. Le voyage en train pour Paris fut un flou. Geneviève regardait par la fenêtre, mais ne voyait pas le paysage de la Bourgogne défiler. Elle voyait des fragments de la vie d'Étienne, son premier jour d'école, son entêtement d'adolescent, la passion avec laquelle il parlait des couleurs et de la lumière, une passion que son père avait systématiquement tenté d'éteindre. Elle ressentait une culpabilité écrasante, une culpabilité de ne pas s'être battue davantage pour lui, d'avoir laissé l'ombre d'Antoine définir sa relation avec son propre fils. L'hôpital Necker était un labyrinthe de couloirs blancs et d'odeurs d'antiseptiques. Une infirmière à l'air fatigué la guida jusqu'à une petite chambre. Et il était là, Léo. Il n'était pas le petit garçon des photographies. C'était un adolescent au bord de l'âge adulte, mince et dégingandé. Ses cheveux noirs et épais tombaient sur ses yeux, cachant son expression. Il était assis au bord du lit, vêtu d'un survêtement gris de l'hôpital, trop grand pour lui. Il avait des écouteurs couvrant ses oreilles, le son d'un rythme électronique s'échappant dans le silence de la chambre. Une petite coupure avec un pansement ornait son front. Il ne la regarda pas quand elle entra. Geneviève s'arrêta à la porte, le cœur battant la chamade. Que dit-on à un garçon qui vient de tout perdre ? Les mots, ses outils de toujours, lui manquèrent. « Léo ?» dit-elle, sa voix plus fragile qu'elle ne l'aurait voulu. Il ne réagit pas. L'infirmière lui toucha doucement l'épaule. Léo sursauta et arracha ses écouteurs. Un regard de fureur traversant son visage avant de se transformer en un masque d'indifférence. Ses yeux, d'un brun si foncé qu'il semblait noir, se posèrent enfin sur elle. C'étaient les yeux d'Étienne, mais sans sa douceur rêveuse. C'étaient des yeux qui en avaient déjà trop vu. « Ils ont dit que vous viendriez, » dit-il, la voix rauque et monocorde. Il n'y avait pas de douleur, pas de tristesse, juste un vide effrayant. « Je suis ta grand-mère. » « Geneviève. » Il haussa les épaules.
un geste qui était à la fois un rejet et un aveu de défaite. « Je sais qui vous êtes. » Le silence qui s'installa était lourd, gênant. Geneviève s'approcha et s'assit sur la chaise à côté du lit. Elle essaya de trouver quelque chose de familier en lui, un trait de sa famille, mais c'était un étranger né de son sang. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle, la question sonnant inappropriée et stupide dès qu'elle sortit de sa bouche. Il la regarda pour la première fois, d'un regard perçant, accusateur. « Comment est-ce que vous croyez que je me sens ?» La colère dans sa voix était une muraille qu'il avait rapidement construite pour se protéger de l'abîme qui s'était ouvert sous ses pieds. Geneviève la reconnut. C'était la même colère impuissante qu'elle avait ressentie quand Antoine la corrigeait en public, quand il dévalorisait ses opinions avec un sourire paternaliste. Mais la colère de Léo était sauvage, indomptée. Elle ne recula pas. Au lieu d'offrir des mots de réconfort vides, elle hocha simplement la tête. « C'est une question stupide. Pardonne-moi. » Son honnêteté sembla le prendre par surprise. La tension dans sa mâchoire se relâcha une fraction de seconde. Il détourna le regard, retournant fixer le mur blanc. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant » demanda-t-il, la question adressée plus au mur qu'à elle. « Maintenant » dit Geneviève, sa propre incertitude étant remplacée par une détermination soudaine et féroce. « Maintenant, tu viens à la maison avec moi. » Le mot « maison » plana dans l'air entre eux. Pour Léo, la maison avait disparu lors d'une nuit pluvieuse sur une autoroute. Pour Geneviève, la maison était un lieu de solitude et de souvenirs. Peut-être, juste peut-être, qu'ensemble, ils pourraient construire une nouvelle définition pour ce mot. Mais en regardant le visage fermé et hostile de son petit-fils, elle sut que la tâche de restaurer ce garçon serait infiniment plus difficile que de restaurer n'importe quel vieux livre. Amener Léo à Bellerive-sur-Loire, ce fut comme introduire un élément chimique instable dans un écosystème parfaitement équilibré. La ville, avec ses routines immuables et sa curiosité intrusive, n'était pas préparée pour lui. Et lui, produit de l'anonymat et du rythme frénétique de Paris, n'était certainement pas préparé pour elle. Son arrivée fut un événement. Lorsque la voiture de Geneviève s'arrêta devant la librairie, il semblait que chaque fenêtre de la rue avait une paire d'yeux curieux derrière les rideaux. Madame Pelletier, la propriétaire de la boulangerie d'en face, cessa de nettoyer sa vitrine pour observer ouvertement. Léo sortit de la voiture. Une silhouette grande et sombre vêtue entièrement de noir, son sac à dos accroché à une épaule, ses écouteurs fermement en place, comme une barrière contre le monde. La maison de Geneviève, au-dessus de la librairie, était le reflet de sa propriétaire, silencieuse, pleine de livres, d'antiquités et d'odeurs de lavande séchée. Pour Léo, c'était un musée. Il arpenta les pièces, comme s'il marchait sur des coquilles d'œufs, son regard passant avec dédain sur les meubles en bois sombre, les bibelots délicats, les portraits sépia des ancêtres Leclerc. « Voici ta chambre », dit Geneviève, ouvrant la porte de l'ancienne chambre d'Étienne. Elle l'avait préparée avec soin, changeant les draps, l'aérant, plaçant des fleurs fraîches dans un petit vase. Mais la chambre respirait encore le passé. Il y avait une étagère avec les livres d'enfance d'Étienne, un vieux globe terrestre dans le coin, et, sur le mur, une tache décolorée où avait été accroché autrefois un poster d'un groupe de rock. Léo entra, laissa tomber son sac à dos sur le sol, avec un bruit sourd, et regarda autour de lui. Super, un mausolée. Le mot frappa Geneviève comme un coup de poing. Elle sentit une pointe de colère, mais l'avala. C'était la chambre de ton père, dit-elle, la voix neutre. J'avais compris, rétorqua-t-il, le sarcasme dégoulinant de chaque syllabe. Il alla à la fenêtre et regarda la rue étroite. Combien de temps je dois rester dans ce trou ? C'est ta maison maintenant, Léo. Il se tourna vers elle, un sourire amer tordant ses lèvres. Maison ? Ce n'est pas ma maison. Ma maison n'existe plus. Et sur ce, la conversation prit fin. Il mit ses écouteurs, et le monde extérieur cessa d'exister pour lui. Les jours qui suivirent furent une série d'affrontements silencieux. Léo refusait de s'adapter. Il séchait l'école, prétextant que l'école de village est une blague. Il passait des heures enfermé dans sa chambre, la musique vibrant à travers le plancher. Quand il sortait, c'était pour errer dans la ville comme un fantôme en colère, ses vêtements noirs contrastant violemment avec les couleurs pastel des maisons de Bellerive. Les commérages commencèrent immédiatement. « Vous avez vu le petit-fils de la Leclerc ? On dirait un délinquant. Pauvre Geneviève.
Quelle croix elle doit porter. On dit qu'il est mal élevé, qu'il ne la salue même pas. Geneviève sentait les regards et entendait les chuchotements. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait jugée. Elle, qui avait toujours été un pilier de la communauté, était maintenant vue avec un mélange de pitié et de méfiance. Un après-midi, en entrant dans la boulangerie, Madame Pelletier, sous prétexte de lui vendre une baguette, commença son interrogatoire. « Alors, Geneviève, comment ça se passe avec le jeune? Ça doit être difficile. Ils sont si différents de nos jours. Sans respect. Il traverse un moment difficile, Colette, » répondit Geneviève. Sa voix ferme coupant court à toute tentative de fausse sympathie. Il a perdu ses parents. Il a besoin de temps. Bien sûr, le pauvre enfant, dit Madame Pelletier en reculant. Mais quand même, il a besoin d'une main ferme. Le docteur Leclerc, que Dieu ait son âme, aurait su quoi faire. Il était si bon avec les jeunes. La mention d'Antoine fit se raidir Geneviève. Oui, Antoine aurait su quoi faire. Il aurait imposé des règles, établi des limites, peut-être même crié. Il aurait tenté de façonner Léo à son image, tout comme il avait tenté de le faire avec Étienne. Et il aurait échoué de la même manière. En sortant de la boulangerie, le pain chaud sous le bras, Geneviève eut une révélation. Elle ne pouvait pas être Antoine. Elle ne le voulait pas. Sa méthode, celle du contrôle et de l'autorité incontestable, avait déjà brisé sa famille une fois. Elle devrait trouver un autre chemin. Un chemin plus silencieux, plus patient. Un chemin de restauration, non de reconstruction. Elle n'allait pas essayer de réparer Léo. Elle allait essayer, patiemment, de raccommoder ses pages déchirées. La première grande confrontation n'eut pas lieu avec des cris, mais avec le son de la porcelaine se brisant. Geneviève possédait une petite pendule à boîte à musique, une pièce délicate de Limoges qui avait appartenu à sa mère. Elle était posée sur la table du salon, une constante silencieuse de sa vie. Par un après-midi gris, Léo traversa le salon en trombe, ses écouteurs l'isolant comme toujours. Son sac à dos, se balançant nonchalamment, accrocha la pendule. Elle tomba sur le plancher en bois avec un son aigu et maladif. Léo s'arrêta. Il retira lentement ses écouteurs. Il regarda les éclats blancs et bleus éparpillés sur le sol. Puis, il regarda Geneviève, qui se tenait immobile sur le seuil de la porte, observant la scène. Son visage était un masque de défi, attendant l'explosion, la réprimande. Il était prêt pour la bataille. Geneviève regarda les morceaux de la pendule que sa mère lui avait donnés. Elle sentit une pointe de perte, une tristesse aiguë. Mais ensuite, elle regarda le visage de son petit-fils. Elle vit la tension dans ses épaules, la façon dont sa mâchoire était serrée. Il ne la défiait pas. Il la testait. Il attendait qu'elle confirme ce qu'il croyait déjà des adultes, qu'il criait, blâmait et punissait. Elle prit une profonde inspiration, l'odeur de poussière des éclats remplissant ses narines. Elle se dirigea calmement vers la cuisine, prit une pelle et une balayette, et revint dans le salon. Sans dire un mot, elle commença à balayer les morceaux. Léo la regardait, confus. Sa posture de combat commença à vaciller. « Je ne l'ai pas fait exprès », murmura-t-il, la phrase sonnant plus comme une accusation qu'une excuse. « Je sais », dit Geneviève, sa voix douce. Elle continua à balayer, méthodiquement, rassemblant chaque petit fragment. « Vous n'allez pas me crier dessus ?» Elle s'arrêta et le regarda. « Pourquoi ? Est-ce que crier réparerait la pendule ?» La logique simple de sa question le désarma complètement. Il ne savait pas quoi répondre. Il s'attendait à un combat, et à la place, il trouvait un calme déconcertant. « C'était important pour vous, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sa voix un peu plus basse. « Oui, » admit Geneviève. « Elle appartenait à ma mère. Mais ce n'était qu'un objet. Les objets peuvent être remplacés, ou parfois simplement perdus. L'important est ce que nous faisons ensuite. » Elle finit de balayer et jeta les débris à la poubelle. Puis, elle se tourna vers lui, son regard sérieux, mais sans colère. « À partir de maintenant, quand tu seras à la maison, j'aimerais que tu n'utilises pas tes écouteurs dans les espaces communs. C'est une question d'être conscient de notre espace et des gens autour de nous. D'accord ? Ce n'était pas un ordre, mais une demande, une négociation. » Léo, encore en train de digérer l'absence de drame, hocha simplement la tête, muet. Ce soir-là, pendant le dîner, le silence était différent. Ce n'était pas le silence hostile des jours précédents. C'était un silence pensif. Léo mangea sa soupe sans son air habituel de personne qu'on empoisonne. Plus tard, alors que Geneviève était dans son atelier à essayer de sauver un livre endommagé par l'humidité, elle entendit un bruit à la porte. Léo était là,
flottant sur le seuil, les mains dans les poches. « Qu'est-ce que vous faites là » demanda-t-il. « Je restaure des livres » répondit-elle, sans quitter son travail des yeux. « Je leur donne une seconde chance. » Il entra, hésitant, et la regarda travailler. Il vit la délicatesse avec laquelle elle manipulait les pages fragiles, la précision de ses mouvements. Il y avait quelque chose dans sa concentration, dans son dévouement silencieux, qui le captiva. « Je peux... voir » demanda-t-il. Geneviève sourit, un petit sourire, presque imperceptible. « Bien sûr. » Il s'approcha et la regarda pendant près d'1 heure, en silence. Pour la première fois depuis son arrivée, la muraille autour de lui sembla se fissurer légèrement. Dans cet atelier, entouré d'histoires brisées attendant d'être réparées, la grand-mère et le petit-fils partagèrent leur premier moment de paix. Pas une paix forcée, mais une paix née d'un respect mutuel et silencieux. Alors que les jours se transformaient en semaines, Geneviève commença à remarquer des choses chez Léo. Pas les choses évidentes, comme sa préférence pour les vêtements sombres ou sa musique bruyante. C'étaient des choses plus subtiles, des échos troublants qui résonnaient avec un passé qu'elle avait tenté d'enterrer. Il y avait son impatience, une frustration qui bouillait juste sous la surface. Quand quelque chose n'allait pas comme il le voulait, une page d'un devoir scolaire, un jeu sur son téléphone, il n'abandonnait pas simplement, il devenait tendu, sa respiration courte, ses poings se serrant. C'était la même fureur contenue qu'elle avait vue chez Antoine lorsqu'un diagnostic se révélait plus complexe ou quand un patient osait questionner son autorité. Il y avait aussi un besoin d'avoir raison, d'avoir le dernier mot. Même dans des discussions triviales sur le temps ou le dîner, Léo argumentait avec une ténacité qui allait au-delà de l'entêtement adolescent. C'était une conviction absolue que son point de vue était le seul valable. Antoine était comme ça. Lors de leur dîner entre amis, il dominait la conversation, présentant ses opinions comme des faits, traitant tout désaccord non pas comme un débat, mais comme une erreur à corriger. Ces similitudes effrayaient Geneviève. Elle avait toujours vu Étienne comme l'antithèse de son père, gentil, rêveur, parfois même trop passif. Comment ces traits d'Antoine, les traits les plus difficiles, avaient-ils sauté une génération et s'étaient-ils manifestés avec autant de force chez son petit-fils? Les souvenirs de son mariage, qu'elle avait soigneusement rangés et vernis de la patine dorée du veuvage respectueux, commencèrent à réapparaître avec leurs arêtes les plus vives. Elle se souvint des fois où Antoine avait dévalorisé ses inquiétudes concernant l'éducation d'Étienne, disant « Geneviève, ma chérie, laisse-moi les affaires sérieuses. Concentre-toi sur tes livres. » Elle se souvint de son dédain à peine déguisé pour la passion d'Étienne pour l'art. « Un peintre » avait-il dit une fois en riant. « Qu'est-ce qu'il va peindre ? Les murs de notre maison gratuitement ?» Elle était restée silencieuse. Elle avait appris que le silence était le moyen le plus simple de maintenir la paix dans son mariage, d'éviter sa désapprobation, qui était aussi froide et tranchante qu'un scalpel. Son amour pour lui était authentique, mais il était mêlé à une bonne dose de peur. Peur de ne pas être suffisante, peur de le décevoir. Un soir, elle trouva Léo dans la cuisine, fixant le réfrigérateur, le visage tendu. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle doucement. « Je ne trouve pas ce stupide yaourt au chocolat » grogna-t-il, claquant la porte du réfrigérateur plus fort que nécessaire. Quelqu'un l'a mangé. La réaction était disproportionnée. C'était plus qu'un yaourt. C'était une question de contrôle. Sur les petites choses de son monde qu'il sentait qu'il pouvait, et devait, contrôler, parce que tout le reste était hors de sa portée. « J'ai dû oublier d'en racheter », dit Geneviève calmement. « J'en achèterai demain. »« Laisse tomber », dit-il, lui tournant le dos et quittant la cuisine. À ce moment-là, Geneviève le vit clairement. Elle vit la lignée de douleur qui s'étendait d'Antoine à Étienne, et maintenant à Léo. Antoine, avec son besoin de contrôle, avait étouffé Étienne. Étienne, à son tour, peut-être sans s'en rendre compte, avait transmis cette même pression et frustration à son propre fils. Et Léo, maintenant, s'y noyait. La tâche qui l'attendait était bien plus grande qu'elle ne l'avait pensé. Il ne s'agissait pas seulement de s'occuper d'un adolescent en deuil. Il s'agissait de briser un cycle de masculinité rigide, d'attentes non satisfaites et d'une colère silencieuse qui, comme une fissure dans une fondation, menaçait de faire s'effondrer toute la maison. Et pour le briser, elle devrait affronter l'architecte originel de cette faille, le fantôme de son mari parfait. Le changement, quand il survint, ne fut pas un tremblement de terre, mais le lent tournoiement d'une page. Il commença dans l'atelier de restauration, le seul endroit de la maison
où les défenses de Léo semblaient ne s'abaisser. Il commença à y passer plus de temps, observant simplement au début, appuyé contre le chambranle de la porte. Puis, il commença à poser des questions. « Pourquoi cette page est jaune ?» demanda-t-il un jour, en montrant un vieux volume de Jules Verne. « C'est l'acidité du papier », expliqua Geneviève, sans interrompre son travail. « Avec le temps, le papier s'autodétruit. Mon travail consiste à neutraliser cette acidité pour lui donner quelques siècles de vie supplémentaires. » L'idée de lutter contre l'autodestruction, de donner plus de temps, sembla résonner en lui. Il prit un morceau de papier test. « Comment ?» Geneviève lui montra le processus de désacidification, la préparation minutieuse des bains chimiques, la patience nécessaire pour plonger et sécher chaque feuille. Il écouta avec une attention qu'elle n'avait jamais vue chez lui. La semaine suivante, elle réparait la couture d'un dos. C'était un travail délicat, exigeant des mains fermes et un œil pour la bonne tension du fil. Ses mains, avec un début d'arthrite, tremblaient légèrement. « Vous tremblez ?» observa Léo. « Un peu, » admit-elle. « Le froid n'aide pas. » Il l'observa un moment de plus. « Laissez-moi essayer. » Geneviève hésita. C'était un livre précieux. Mais ensuite, elle regarda ses mains. C'étaient de grandes mains d'adolescent, mais c'étaient aussi les mains d'un artiste, les mains de son fils, longues et agiles. « D'accord, » dit-elle, « mais écoute attentivement. » Elle le guida, étape par étape, lui montrant comment passer l'aiguille, comment faire le nœud, comment s'assurer que les cahiers soient solidaires, mais pas trop serrés. À sa grande surprise, il apprit rapidement. Il y avait une précision innée dans ses mouvements, une compréhension intuitive du matériau. À partir de ce jour, il devint son apprenti non officiel. Il travaillait côte à côte en silence pendant des heures. Le travail manuel semblait apaiser son agitation intérieure. Concentré sur la tâche de réparer ce qui était cassé, il semblait moins cassé de l'intérieur. Au cours d'une de ces sessions, il parla de ses parents. C'était la première fois. « Mon père, il dessinait », dit soudain Léo, la voix basse. Il avait des carnets et des carnets remplis de dessins. Des portraits de gens dans le métro, des bâtiments, des paysages. N'importe quoi. Geneviève sentit son cœur se serrer. « Je sais, il était très talentueux. Ma mère adorait ses dessins. Elle les avait encadrés partout dans la maison, » continua Léo, les yeux fixés sur le dos qu'il était en train de coller. Mais lui, il n'a jamais pensé qu'il était assez bon. Il disait toujours que c'était juste un hobby, que son vrai travail, c'était le design graphique pour une agence de pub. Il détestait ce travail. Un lourd silence emplit l'atelier. Geneviève savait pourquoi Étienne se sentait ainsi. Elle savait quelle voix dans sa tête lui disait que son art n'était pas un vrai travail. « Il voulait que je sois bon en maths », dit Léo, avec un rire amer. « Il voulait que je sois ingénieur, quelqu'un de sérieux. Il se mettait tellement en colère quand je passais du temps à dessiner au lieu d'étudier. » L'ironie était écrasante. Étienne, victime de la désapprobation de son propre père, perpétuait le même cycle avec son fils. La douleur qu'Antoine lui avait infligée était devenue une arme dans ses propres mains. « Ce n'était pas quelqu'un de mauvais », ajouta Léo rapidement, comme s'il défendait son père d'une accusation que lui seul avait portée. Il était juste, toujours stressé, en colère contre quelque chose. « Je comprends », dit doucement Geneviève, et elle comprenait. À ce moment-là, le pont entre eux n'était pas fait seulement de papier et de colle, mais d'une compréhension partagée d'une douleur qui traversait les générations. Elle regarda son petit-fils, la tête penchée sur le vieux livre, et vit non seulement un garçon en colère, mais la dernière page d'un chapitre familial douloureux. Et elle sut que, si elle voulait que son histoire soit différente, elle devrait trouver le courage de retourner au début et de relire les pages qu'elle-même avait aidé à écrire par son silence. La petite trêve de paix dans l'atelier fut brisée par l'intrusion du monde extérieur. Monsieur Dubois, le maire, n'avait pas oublié le problème Léo. Au contraire, la présence continue du garçon en ville, son refus de se conformer, était un affront personnel à sa notion de l'ordre. Il convoqua Geneviève pour une réunion à la mairie. Cette fois, ce ne fut pas une rencontre informelle sur la place, mais une convocation officielle. La salle de réunion était sombre, avec des boiseries et un portrait du général de Gaulle qui regardait sévèrement d'en haut. Le maire était assis derrière son grand bureau, flanqué d'une assistante sociale à l'air sévère, Madame Giroux. « Geneviève », commença le maire, en se passant des formalités. « Nous avons reçu d'autres plaintes. »« Des plaintes ?» répéta Geneviève, gardant son sang-froid.
Le garçon ne fréquente pas l'école régulièrement, dit Madame Giroux en consultant un dossier. Quand il y va, il est perturbateur. Il refuse de participer. Et il a été vu traînant près du pont la nuit, ajouta le maire. Madame Pelletier dit l'avoir entendu utiliser un langage inapproprié. C'est Bellerive, Geneviève, pas le quartier latin. Geneviève sentit une vague de lassitude. Il ne voyait pas un garçon en deuil luttant pour trouver sa place. Il voyait une menace, un écart à la norme qui devait être corrigé. Léo est en train de s'adapter, dit-elle, la voix ferme. Cela prend du temps. Il a perdu ses parents il y a moins de 3 mois. Nous comprenons le traumatisme, bien sûr, dit le maire avec une condescendance qui l'irrita. Mais le traumatisme n'est pas une excuse pour le mauvais comportement. Il a besoin de discipline, de structure. Quelque chose que, avec tout le respect que je vous dois, vous n'êtes peut-être pas en mesure de fournir. La menace était implicite, mais claire. Il remettait en question sa capacité à être la tutrice de Léo. Ils étaient en train de monter un dossier pour le lui retirer. « Je suis sa grand-mère, sa seule famille, » répondit-elle, son ton se durcissant. « Sa place est avec moi. Sa place est là où il peut recevoir les meilleurs soins, » rétorqua Madame Giroux. Il existe des institutions, des foyers d'accueil spécialisés pour les adolescents difficiles. » Le mot « institution » plana dans l'air, froid et stérile. Geneviève imagina Léo, déjà si isolé, être arraché au seul lien familial qui lui restait et placé dans un système anonyme. L'idée était insupportable. « Cela n'arrivera pas », dit-elle, sa voix basse, mais chargée d'une force qui surprit les 2 autres dans la pièce. Le maire soupira, simulant une grande démonstration de patience. « Geneviève, nous essayons d'aider. Le docteur Leclerc, il serait d'accord avec nous. C'était un homme d'ordre, de communauté. Il voudrait ce qu'il y a de mieux pour le garçon, même si c'était une décision difficile. L'invocation d'Antoine était son arme finale, le saint patron de Bellerive, l'homme dont personne n'oserait questionner le jugement. » Geneviève se leva. Son petit corps sembla soudain remplir la pièce. « Vous ne savez pas ce qu'Antoine aurait voulu, Jean-Pierre. Vous connaissiez le docteur Leclerc, l'homme public. Vous ne connaissiez pas mon mari, et vous ne connaissiez certainement pas le père. » Elle se tourna et se dirigea vers la porte, sa dignité comme une armure. « Ce n'est pas fini, Geneviève !» cria le maire dans son dos. « Il y aura une réunion formelle du conseil. La situation sera évaluée officiellement. » Elle ne répondit pas. En sortant dans l'air froid de l'après-midi, elle savait que le temps des tactiques silencieuses était révolu. Ils avaient invoqué le fantôme d'Antoine pour la menacer. Ils ne savaient pas qu'elle était sur le point de faire de même, mais pas pour défendre sa légende, mais pour la démanteler. Pour sauver son petit-fils, elle devrait révéler la vérité sur l'homme que tout le monde idolâtrait. Elle devrait trouver les preuves de sa tyrannie silencieuse, cachée dans les replis de sa vie de famille. La recherche commença au grenier, un endroit poussiéreux, plein de fantômes et de boîtes oubliées. Après l'enterrement, Geneviève avait demandé qu'on lui envoie les affaires les plus personnelles d'Étienne de son appartement parisien. La plupart étaient à du matériel d'art, des vêtements et des livres. Mais il y avait aussi une boîte en bois, étiquetée « Documents personnels », qu'elle n'avait pas encore eu le courage d'ouvrir. Maintenant, avec la menace de la mairie planant sur elle, elle sentait que les réponses, ou du moins les armes dont elle avait besoin, pouvaient s'y trouver. Assise sur le plancher grinçant, sous la faible lumière d'une unique ampoule, elle ouvrit la boîte. Au-dessus se trouvaient des choses prévisibles. Certificat de naissance, contrat de location, relevé bancaire, mais en dessous, elle trouva une liasse de lettres, attachée par une ficelle décolorée. L'écriture était sans équivoque. C'était l'écriture penchée et assurée d'Antoine. Son cœur se mit à battre plus vite. C'étaient des lettres qu'Antoine avait écrites à Étienne au fil des ans, principalement pendant ses années d'université. Elle ne les avait jamais lues. Antoine considérait sa correspondance avec son fils comme une affaire privée. Les mains tremblantes, Geneviève défit la ficelle. La première lettre datait de l'époque où Étienne venait de commencer son cursus d'histoire de l'art. « Mon cher Étienne, » commençait-elle, « ta mère dit que tu apprécies tes cours. J'en suis heureux, mais je ne peux m'empêcher de m'inquiéter de l'utilité pratique d'un tel engagement. Souviens-toi que le nom Leclerc comporte une certaine responsabilité. On attend de toi que tu fasses quelque chose de substantiel de ta vie, pas que tu te perdes dans des fantaisies bohèmes. Maintiens tes notes élevées en économie. C'est là que réside ton avenir. » Geneviève sentit un frisson. La condescendance, la pression voilée, tout était là, à l'encre noire sur du papier jauni. Elle continua à lire. Lettre après lettre, racontait la même histoire.
Antoine louait les réussites académiques, sérieuses, et ignorait ou dévalorisait toute mention de l'art. J'ai reçu ton croquis de la cathédrale Notre-Dame. C'est agréable, un bon passe-temps, mais ton examen de droit commercial approche. J'espère que ta concentration est là où elle doit être. Concernant ton idée de passer 1 an à Florence après ton diplôme, je considère cela comme une perte totale de temps et d'argent. Un homme de ton âge devrait commencer une carrière, construire quelque chose. Ton grand-père dirigeait déjà sa propre pharmacie à 24 ans. Ne me déçois pas, Étienne. Les mots étaient comme des coups. Chacun était un petit coup de hache porté à la confiance et à la passion de son fils. La phrase « Ne me déçois pas » revenait comme un sombre refrain. Et puis, il y eut la lettre qui lui coupa le souffle. Elle avait été écrite peu après qu'Étienne ait rencontré Clara. « Étienne, ta mère semble apprécier cette fille, Clara. Elle est certainement jolie, mais elle me semble un peu écervelée. Une aspirante actrice, s'il te plaît. Tu as besoin d'une femme qui t'ancre, qui te soutienne dans une carrière sérieuse. Pas de quelqu'un qui t'encourage dans tes pires indulgences. Un homme est jugé par la compagnie qu'il fréquente. Assure-toi que la tienne ne te rabaisse pas. » Geneviève lâcha la lettre, comme si elle la brûlait. Elle se souvenait qu'Antoine lui avait dit presque les mêmes mots en privé. Et elle, pour maintenir la paix, ne l'avait pas contredit. Elle avait accueilli Clara, mais ne l'avait jamais ouvertement défendue contre le jugement silencieux de son mari. Voilà, la preuve, la vérité indéniable de la tyrannie émotionnelle d'Antoine. Ce n'était pas un monstre, non. C'était quelque chose de bien plus subtil et, peut-être, de plus destructeur. C'était un homme qui aimait sa famille, mais seulement dans la mesure où il se conformait à sa vision du monde, à sa définition du succès. Son amour était conditionnel, et le prix de son approbation était l'annulation de soi. C'était le père du problème. Ce n'était pas Léo, ce n'était pas Geneviève, c'était l'héritage d'Antoine, son ombre immense qui s'étendait au-delà de la tombe, dictant les termes de la vie et du bonheur de sa famille. Geneviève rassembla les lettres. Ce n'était pas seulement des morceaux de papier, c'était sa vérité. C'était l'histoire que personne à Bellerive-sur-Loire ne connaissait, et c'était l'histoire qu'elle allait enfin raconter. Avec les lettres en sa possession, le monde de Geneviève changea. Le fantôme d'Antoine, autrefois une présence bénigne et respectée dans sa maison et son esprit, se transforma en quelque chose de plus complexe, de plus sombre. Elle commença à réexaminer chaque recoin de leur vie commune, et les souvenirs, autrefois confortables, révélèrent des facettes nouvelles et douloureuses. Elle regarda le portrait d'Antoine qui était toujours dans le salon. Le photographe avait capturé son sourire charismatique, ses yeux qui semblaient briller d'intelligence et de bonté. C'est ainsi que la ville le voyait. Mais maintenant, Geneviève voyait la rigidité de sa mâchoire, l'étincelle de contrôle dans son regard. Elle se souvint d'un dîner, des années auparavant. Elle avait partagé une opinion sur la politique locale, en désaccord léger avec lui. Devant leurs amis, il avait ri et dit « Ah, ma chère Geneviève et ses notions romantiques, c'est pour cela qu'elle s'occupe des livres et moi de la vie réelle. » Tout le monde avait ri, et elle, sentant son visage rougir, avait souri et n'avait rien dit de plus. À l'époque, cela semblait être une blague inoffensive. Maintenant, elle le voyait tel qu'il était, une humiliation publique, une façon de la mettre à sa place. Elle se souvint de sa propre passion, la poésie. Dans sa jeunesse, elle écrivait. Elle avait un carnet rempli de vers. Un jour, Antoine l'avait trouvé. Il en avait lu quelques-uns, avait souri avec indulgence et dit « C'est très joli, ma chérie, mais peut-être ne devrais-tu pas y passer autant de temps. Il y a des choses plus importantes à faire à la maison. » Elle n'avait plus jamais écrit un poème. Le carnet était quelque part dans le grenier, enterré dans une boîte, tout comme son ambition. Elle réalisa la profondeur de sa complicité. Son silence n'avait pas été une force pacificatrice, il avait été une permission. En n'affrontant pas Antoine, en ne défendant pas Étienne, en ne se défendant pas elle-même, elle avait aidé à construire la cage dorée dans laquelle sa famille vivait. Son amour pour lui était indéniable, mais sa peur de sa désapprobation avait été plus forte. Un après-midi, Léo la trouva assise dans le fauteuil du salon, regardant le portrait d'Antoine, les lettres oubliées sur ses genoux. « Tout va bien ?» demanda-t-il, sa voix étonnamment douce. Il devenait plus à l'écoute de ses humeurs. Geneviève le regarda, ses yeux embués de larmes non versées. « Je pensais juste à ton grand-père. » Léo souffla, le grand docteur Leclerc. Mon père parlait de lui comme si c'était Dieu, et il avait tellement peur de le décevoir. Sa voix était chargée d'un ressentiment ancien, hérité. Même après sa mort, c'était comme s'il était toujours en train de regarder, de juger. Les mots de Léo furent une confirmation.
L'ombre d'Antoine n'avait pas seulement affecté Étienne, elle avait empoisonné la maison à Paris, la relation entre père et fils. « Il n'était pas Dieu, Léo », dit Geneviève, sa voix gagnant en force. C'était un homme bon à bien des égards, mais c'était aussi un homme qui avait peur de tout ce qu'il ne pouvait pas comprendre ou contrôler. Et l'art de ton père, l'esprit de ton père, il ne pouvait pas le contrôler. » Elle lui tendit une des lettres. « Lis. » Léo prit la lettre, méfiant. Il la lut, puis une autre, et une autre. Son visage passa de la confusion à la colère, et enfin, à une compréhension choquée. Il regarda le portrait de son grand-père, puis sa grand-mère. Il était compliqué, l'interrompit Geneviève, ne voulant pas le vilipender complètement. Et ton père l'aimait, malgré tout. Mais ceci, c'est l'héritage auquel nous avons affaire. Cette pression, cette colère, ça n'a pas commencé avec toi. Et ça ne doit pas se terminer avec toi. À ce moment-là, en partageant la vérité douloureuse, le fantôme d'Antoine Leclerc perdit son pouvoir sur eux. Il cessa d'être un idéal inaccessible pour devenir un homme faillible, une source de douleur comprise. Et en comprenant l'origine de la blessure, pour la première fois, la guérison semblait possible. Armée de la nouvelle clarté que les lettres lui avaient donnée, Geneviève savait ce qu'elle devait faire ensuite. Elle devait montrer à Léo non seulement la source de sa douleur, mais aussi la beauté que cette douleur avait tenté d'étouffer. Elle devait lui présenter son père, Étienne, non pas comme l'homme en colère et stressé que Léo connaissait, mais comme l'artiste qu'il avait toujours été dans son cœur. Au fond d'une vieille malle dans le grenier, sous des couvertures de laine qui sentaient la naphtaline, elle trouva ce qu'elle cherchait, une série de grands carnets de dessins à couverture rigide. C'étaient les carnets de jeunesse d'Étienne, de ses années de lycée et d'université. Des années auparavant, lors d'une de ses rares visites, Étienne les lui avait laissés en disant « Garde-les pour moi, maman. Il n'y a pas de place pour eux à Paris. » Geneviève savait maintenant la vraie raison. Il n'y avait pas de place pour eux sous le regard jugeur d'Antoine. Elle apporta les carnets dans l'atelier, son sanctuaire, et appela Léo. « Je veux te montrer quelque chose, » dit-elle, sa voix douce. Elle ouvrit le premier carnet sur la grande table de travail. Les pages étaient remplies de croquis au crayon et au fusain. Il y avait des portraits d'une jeune Geneviève, surprise en train de lire dans son fauteuil, la lumière de la fenêtre adoucissant ses traits. Il y avait des paysages de Bellerive-sur-Loire, le pont de pierre, les toits anciens, le fleuve s'écoulant. Les dessins étaient vibrants, pleins de vie et d'une sensibilité remarquable. Léo s'approcha, hésitant. Il regarda les pages, son visage un masque de surprise. Il tourna une page et vit un portrait incroyablement détaillé de son propre grand-père, Antoine. Mais ce n'était pas le portrait officiel du salon. Étienne avait capturé quelque chose de plus profond, la solitude derrière le sourire confiant, la fatigue dans ses yeux. Il était doué, murmura Léo, ses doigts planant au-dessus de la page, craignant de la toucher. Il était plus que doué, dit Geneviève. Il avait un don. Elle ouvrit un autre carnet. Celui-ci était rempli d'études de couleurs, d'aquarelles vibrantes, d'expériences sur la lumière et l'ombre. Il y avait une joie, une liberté dans ces pages qui contrastait fortement avec l'image du père tendu qu'il gardait en mémoire. « Pourquoi a-t-il arrêté ?» demanda Léo, la voix brisée. « Pourquoi ne m'a-t-il jamais montré ça ?»« Parce qu'on lui a dit, maintes et maintes fois, que ce n'était pas important, » expliqua Geneviève, sa propre culpabilité lui pesant sur la poitrine. On lui a dit que c'était une faiblesse, une indulgence, et il a fini par le croire. Léo continua de feuilleter les carnets, absorbant chaque ligne, chaque coup de pinceau. C'était comme s'il rencontrait son père pour la première fois. Il vit le jeune homme plein de rêves, l'artiste luttant pour s'exprimer, avant que le poids des attentes ne l'écrase. Finalement, Léo arriva à la dernière page du dernier carnet. Il n'y avait qu'un seul dessin, un croquis rapide, mais chargé d'émotion. C'était un bébé nouveau-né, endormi. En dessous, l'écriture d'Étienne. Léo, ma plus grande œuvre d'art. Léo traça les mots avec son doigt. Une larme tomba sur la page, créant une petite tache sombre sur le papier. Et puis une autre, et une autre. La muraille qu'il avait construite autour de lui, brique par brique de colère et de douleur, s'effondra finalement. Il sanglota, un son brut et agonisant qui semblait venir du fond de son âme. Il sanglota la perte de ses parents, le père qu'il n'avait jamais vraiment connu, la douleur qu'il avait portée seul pendant si longtemps. Geneviève ne dit rien. Elle passa simplement son bras autour de ses épaules et le serra contre elle, le laissant pleurer. Dans la quiétude de l'atelier, entouré par l'art oublié d'un père
et la douleur redécouverte d'un fils, la grand-mère et le petit-fils trouvèrent un terrain d'entente. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, les avait libérés. Le processus de restauration avait enfin commencé. Ce moment dans l'atelier fut le tournant. La libération des larmes de Léo ouvrit les vannes à tout ce qu'il avait refoulé. Dans les jours qui suivirent, il parla. Il parla comme jamais auparavant, les mots sortant dans un flot désordonné de colère, de confusion et de tristesse. Il parla de son père, Étienne, et de la pression constante qu'il ressentait. « Il voulait que je sois parfait », dit Léo, assis à la table de la cuisine un soir, remuant sa nourriture. Des notes parfaites, un comportement parfait. C'était comme s'il essayait de compenser quelque chose à travers moi. Si je réussissais comme il le voulait, peut-être que le fantôme du grand-père le laisserait enfin tranquille. Il parla de sa mère, Clara, et de la façon dont elle essayait de jouer les médiatrices. Elle voyait à quel point il était malheureux. Elle lui disait de quitter son travail, de se remettre à peindre. Ils se disputaient à ce sujet. Il disait qu'il devait être responsable, qu'il avait une famille à soutenir. L'image d'une famille en tension constante commença à prendre forme pour Geneviève. Ce n'était pas un foyer sans amour, mais un foyer où l'amour luttait pour respirer sous le poids d'un héritage non résolu. Léo avoua ses propres sentiments d'inadéquation. « Je n'ai jamais été bon en maths ou en sciences. J'aime la musique, les ordinateurs. » Des choses qu'il ne comprenait pas. Il pensait que je perdais mon temps, tout comme le grand-père pensait qu'il perdait son temps. Le cycle, vicieux et cruel, se révéla dans sa totalité. Il parla de l'accident. Sa voix baissa jusqu'à devenir un murmure. Il se disputait dans la voiture, à propos de moi, de mes notes. Mon père était en colère. Ma mère lui disait de se calmer et de regarder la route. Et puis, la lumière, le bruit. Il frissonna, revivant le traumatisme. La dernière chose que j'ai entendue, c'est eux en train de se disputer à cause de moi. La culpabilité qu'il portait était un fardeau monstrueux. Geneviève sentit son cœur se briser pour lui. « Ce n'était pas de ta faute, Léo, » dit-elle, sa voix férocement protectrice. Elle tendit la main sur la table et couvrit la sienne. Sa peau était froide. C'était la faute d'un schéma de douleur qui a commencé bien avant ta naissance. Ton père t'aimait plus que tout. La preuve est dans ce carnet. Tu étais son œuvre d'art. Il ne savait juste pas comment t'aimer sans te faire de mal en même temps, parce que c'est comme ça qu'il avait été aimé lui-même. Ils parlèrent pendant des heures, tard dans la nuit. Geneviève partagea ses propres souvenirs, ses propres regrets. Elle admit sa passivité, son rôle en permettant à l'ombre d'Antoine de grandir autant. Sa confession n'était pas une demande de pardon, mais un partage de responsabilité. Pour la première fois, ils n'étaient pas grand-mère et petit-fils, ou tutrice et protégée. Ils étaient deux survivants de la même tempête familiale, examinant les débris ensemble. À la fin de la conversation, un épuisement paisible s'installa sur eux. La maison était silencieuse, mais ce n'était pas un silence vide. C'était un silence rempli d'une vérité partagée. Le lendemain, Léo fit quelque chose qui surprit Geneviève. Il prit un des carnets vierges d'Étienne et un crayon. Il s'assit dans le jardin à l'arrière et pour la première fois depuis des mois, commença à dessiner. Pas par obligation, pas par défi, mais pour lui-même. Il dessina la main ridée de Geneviève, le chat de la voisine dormant au soleil, les roses grimpant sur le mur de pierre. Les lignes sur le papier étaient hésitantes au début, puis gagnèrent en confiance. Geneviève l'observa depuis la fenêtre de la cuisine, le cœur rempli d'une émotion qui était un mélange de douleur et d'espoir. Le barrage avait cédé, et dans les eaux désormais plus calmes, quelque chose de nouveau et de fragile commençait à pousser. Tandis que la transformation silencieuse s'opérait entre les murs de la librairie, la ville de Bellerive continuait sa surveillance. Cependant, tous les regards n'étaient pas accusateurs. Il y avait une nouvelle venue en ville qui observait Geneviève et Léo avec une perspective différente. Le docteur Isabelle Rossi était la nouvelle médecin de la ville, ayant repris le cabinet qui avait été celui d'Antoine Leclerc. C'était une femme d'une trentaine d'années, avec un sourire chaleureux et des yeux perspicaces qui ne manquaient de rien. Venant de Lyon, elle apportait avec elle une approche moderne et un esprit ouvert qui contrastait avec la mentalité plus traditionnelle de Bellerive. Elle et Geneviève s'étaient croisées quelquefois. Isabelle était une lectrice avide et était devenue une cliente régulière du Temps retrouvé. Elles avaient développé une sympathie mutuelle, basée sur un respect silencieux. Isabelle admirait la dignité calme de Geneviève, et Geneviève appréciait l'intelligence et la compassion d'Isabelle. Isabelle avait entendu les ragots sur Léo. Elle avait vu la façon dont les habitants de la ville le regardèrent de travers. Mais elle avait aussi vu autre chose.
Elle avait vu Léo aider Geneviève à porter une lourde caisse de livres. Elle l'avait vu assis sur le banc de la place, non pas à traîner, mais à dessiner dans un carnet avec une concentration intense. Et elle avait vu le changement subtil chez Geneviève. La ride d'inquiétude sur son front était un peu plus douce, et il y avait une nouvelle lumière dans ses yeux. Un jour, Isabelle entra dans la librairie, non pas en tant que cliente, mais en tant que visiteuse. « Geneviève, » dit-elle, après avoir échangé des amabilités. « Je sais que ce ne sont pas mes affaires, mais j'ai entendu les conversations en ville. Sur vous, votre petit-fils et le maire du bois. » Geneviève se prépara à un autre sermon sur la responsabilité. « Je voulais juste vous dire, » continua Isabelle, sa voix sincère, « que si vous avez besoin d'un quelconque soutien, un rapport médical, un avis professionnel sur le bien-être de Léo, je serai heureuse de vous aider. D'après ce que je vois, vous faites un travail incroyable. » Geneviève fut surprise et touchée. C'était la première fois que quelqu'un d'extérieur à sa petite bulle lui offrait un soutien inconditionnel. « Merci, Isabelle. Cela signifie beaucoup. Je vois des adolescents comme Léo tous les jours dans mon travail, » dit Isabelle, s'appuyant contre une étagère. Sa colère n'est que l'armure qu'il porte pour protéger sa douleur. Les gens ici voient le délinquant, mais ils ne voient pas le garçon qui a perdu ses parents en un clin d'œil. Ils jugent la réaction, pas la cause. Elles parlèrent pendant près d'1 heure. Geneviève, se sentant en sécurité en compagnie de la médecin, partagea un peu de son combat, de la pression du maire et de sa détermination à ne pas les laisser lui prendre Léo. « Le maire du bois est un homme qui aime les boîtes, » dit Isabelle avec un sourire ironique. « Il veut que tout le monde rentre dans ces petites catégories. La veuve respectable, l'adolescent à problème. Vous et Léo défiez ces définitions, et cela lui fait peur. » Quand Isabelle partit, Geneviève se sentit renforcée. Elle n'était plus seule dans son combat. Elle avait une alliée, une voix d'autorité et de raison qui pouvait contrer l'autorité démodée et basée sur des préjugés du maire. L'offre d'Isabelle n'aurait pas pu arriver à un meilleur moment, car la tempête finale avec la ville se formait à l'horizon, et Geneviève savait qu'elle aurait besoin de toute l'aide possible. La confrontation que le maire désirait tant et que Geneviève redoutait eut lieu non pas dans une salle de réunion, mais sur la place de la ville, au milieu d'un samedi de marché animé. Léo allait mieux, mais ses progrès n'étaient pas linéaires. Il y avait de bons jours et de mauvais jours. Ce samedi-là, c'était un mauvais jour. Peut-être était-ce la foule, le bruit, ou simplement une vague de douleur qui l'avait frappé de manière inattendue. Il était irritable et renfermé. Pendant que Geneviève achetait des légumes, Léo était assis sur un banc, en train de dessiner. Un groupe de garçons locaux, de son âge, qu'il avait toujours regardé avec dédain, s'approcha de lui. Le chef était le fils de Madame Pelletier, un garçon nommé Bastien, connu pour son arrogance. « Qu'est-ce que tu dessines, le Parisien ?» demanda Bastien, sa voix forte et provocante. « Ta grand-mère qui tricote ?» Ses amis rirent. Léo les ignora, continuant à dessiner. « Ah, c'est un artiste !» se moqua un autre garçon. « Trop bien pour nous parler, nous les paysans. » Bastien tendit la main et arracha le carnet des mains de Léo. « Laisse-moi voir ton chef-d'œuvre. »« Rends-le-moi !» dit Léo, se levant d'un bond, sa voix basse et menaçante. Bastien feuilleta les pages avec dédain. « Oh, comme c'est mignon. Des fleurs, des chats. T'es une fillette, Leclerc ?» Ce fut l'étincelle. Le mot « fillette », la moquerie de sa sensibilité, la même sensibilité qui avait été la source de tant de douleur pour son père, fit craquer quelque chose en Léo. Il ne frappa pas Bastien, mais il s'avança et lui reprit le carnet avec une force qui fit chanceler Bastien en arrière. « Reste loin de moi !» gronda Léo, son visage un masque de fureur. L'intensité dans son regard était si féroce que les garçons reculèrent instinctivement. L'altercation ne dura que quelques secondes, mais, bien sûr, elle eut des témoins. Et le témoin principal fut Madame Pelletier, qui, de l'autre côté de la place, ne vit que son pauvre Bastien se faire attaquer par le délinquant de Paris. Elle courut, non pas vers son fils, mais vers le maire du bois, qui achetait commodément du fromage à proximité. Sa version des événements, racontée avec le souffle court et le drame d'une tragédie grecque, fut tout ce dont le maire avait besoin. « C'est la goutte d'eau !» déclara Dubois, assez fort pour que la moitié du marché l'entende. « Un comportement violent en public. Cela doit cesser. » Geneviève, qui avait vu la fin de l'incident, se précipita vers Léo, qui tremblait, non de peur, mais d'une rage réprimée. « Rentrons à la maison, » dit-elle, posant sa main sur son bras. « C'est eux qui ont commencé, » dit Léo, la voix tremblante. « Je sais, » répondit-elle calmement, « mais nous n'allons pas mener cette bataille ici. Rentrons. » Alors qu'ils s'éloignaient,
Ils sentèrent les regards de tout le monde sur eux. C'étaient des regards de condamnation, de peur, de « je vous l'avais bien dit ». Cet après-midi-là, une lettre officielle fut livrée à la librairie. C'était une convocation pour une réunion extraordinaire du conseil municipal pour discuter de la garde et du bien-être du mineur Léo Leclerc. La réunion aurait lieu dans 3 jours. C'était, pour l'essentiel, un procès. La scène était prête pour la confrontation finale. Les 3 jours précédant la réunion furent chargés d'une tension silencieuse. La ville semblait retenir son souffle. Geneviève sentait les regards quand elle sortait, plus intenses, plus froids. L'histoire de l'attaque sur la place s'était répandue et avait été embellie, transformant Léo en un monstre en liberté. Léo, de son côté, s'était à nouveau renfermé. La fureur de l'incident avait laissé place à une sombre apathie. « Tu vois ?» dit-il à Geneviève le premier soir. « Ça ne sert à rien. Ils ont déjà décidé qui je suis. C'est peut-être mieux si je vais dans un de ces foyers. Au moins là-bas, personne n'attendra de moi que je sois autre chose. »« Ne dis pas ça, » répondit Geneviève, le cœur serré. « Ce n'est pas fini. Nous n'avons pas fini. » Elle savait qu'elle ne pouvait pas aller à cette réunion armée seulement d'émotions. Elle avait besoin d'une stratégie. Elle avait besoin de réécrire le récit que le maire avait créé. Sa bataille ne serait pas menée avec des lois et des règlements, mais avec la vérité. Le deuxième soir, elle s'assit dans son atelier, son lieu de clarté et de paix. Elle étala les lettres d'Antoine sur la grande table de travail. À côté d'elle, elle plaça les carnets de dessins d'Étienne, et à côté de ceux-ci, elle plaça les nouveaux dessins de Léo. Disposés ainsi, côte à côte, ils racontaient une histoire de 3 générations, la pression écrasante de l'un, la beauté réprimée de l'autre, et la lutte fragile du dernier pour trouver sa propre voie. Léo entra dans l'atelier et vit l'exposition. Il resta à regarder la table. L'histoire de sa famille ainsi disposée. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Ceci, » dit Geneviève, « c'est notre défense. Les gens de cette ville, le maire, ils pensent que cette histoire te concerne, qu'elle concerne un adolescent en colère. Mais ce n'est pas le cas. Elle le concerne, lui. » Elle montra les lettres d'Antoine. Elle concerne ce qu'il a créé, ce qu'il a brisé, et elle concerne ceci. Elle montra les dessins d'Étienne et de Léo. Elle concerne ce qui a survécu. Malgré tout, une étincelle de combativité se ralluma dans les yeux de Léo. Ils n'écouteront pas. Ils veulent juste voir ce qu'ils veulent voir. Alors, nous allons leur faire voir autre chose, dit Geneviève. Sa voix était calme, mais pleine d'une détermination d'acier. Nous n'irons pas là-bas pour nous défendre de leurs accusations. Nous irons là-bas pour raconter notre histoire, la vérité. Ils passèrent le reste de la soirée et le lendemain à se préparer. Ils ne répétèrent pas de discours. Au lieu de cela, ils organisèrent l'épreuve. Geneviève sélectionna des passages clés des lettres. Léo choisit les dessins d'Étienne qui montraient le mieux son talent et son âme. Ils les placèrent dans un porte-documents en cuir, non pas comme des preuves dans un tribunal, mais comme les chapitres d'un livre qui était sur le point d'être lu à haute voix pour la première fois. Geneviève passa également un coup de fil au docteur Isabelle Rossi. Elle expliqua la situation et fit une demande simple. « J'aimerais que vous soyez présente, non pas en tant que médecin, mais en tant que témoin de la vérité. » Isabelle accepta sans hésiter. L'après-midi de la réunion, alors que Geneviève et Léo se préparaient à partir, il se tourna vers elle, son anxiété palpable. « J'ai peur, » admit-il. Geneviève prit sa main. « Moi aussi. Mais nous allons le faire ensemble. Souviens-toi, nous ne sommes pas là pour leur demander la permission. Nous sommes là pour leur dire qui nous sommes. » En sortant de la librairie et en marchant dans la rue en direction de la mairie, ils n'étaient plus une veuve âgée et un adolescent à problème. Ils étaient une équipe, unis par une histoire commune et prête à se battre pour sa conclusion. La salle de réunion de la mairie était bondée. Il n'y avait pas seulement le conseil municipal. Le maire Dubois, dans un coup de maître théâtral, avait invité des membres inquiets de la communauté. Madame Pelletier était au premier rang, son visage un masque de vertu offensée. D'autres commerçants et voisins remplissaient les chaises, leur visage un mélange de curiosité et de sévérité. C'était moins une réunion de conseil qu'un tribunal public. Geneviève et Léo s'assirent sur 2 chaises isolées, faisant face à la longue table où siégeait le conseil. Le docteur Rossi s'assit discrètement au fond de la salle, sa présence une encre silencieuse pour Geneviève. Le maire Dubois ouvrit la séance avec une solennité pompeuse. Il parla du devoir de la communauté de protéger ses membres les plus vulnérables, faisant référence à la fois à Léo, comme un enfant en danger, et aux habitants de la ville,
comme victime de son comportement. Il énuméra les griefs, l'absentéisme scolaire, le vagabondage et le point culminant de l'incident violent sur la place. Madame Pelletier fut invitée à donner son témoignage, ce qu'elle fit avec beaucoup de drame, décrivant comment son pauvre Bastien avait été sauvagement menacé. L'atmosphère dans la salle était lourde, la condamnation presque unanime. Geneviève écouta tout en silence, son expression sereine irritant le maire, qui s'attendait à des larmes ou à de la colère. Léo, à côté d'elle, tremblait légèrement, mais gardait les yeux fixés sur le porte-documents en cuir sur les genoux de Geneviève. Quand le maire eut terminé son accusation, il se tourna vers Geneviève. « Eh bien, Madame Leclerc, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ? Une raison pour laquelle nous devrions croire que cette situation est tenable ?» Geneviève se leva lentement. Tous les yeux se tournèrent vers elle. Le silence était absolu. « Merci, monsieur le maire », commença-t-elle, sa voix claire et ferme remplissant la salle. « Je vous remercie de votre préoccupation. Mais je crains que nous ne discutions pas du bon problème. » Il y eut un murmure dans l'assistance. Le maire fronça les sourcils. « Cette réunion a été convoquée pour discuter du comportement de mon petit-fils, Léo, » continua Geneviève. « Mais son comportement n'est pas la maladie. C'est le symptôme. Pour comprendre le symptôme, nous devons regarder la cause. Et la cause, mes amis, est une histoire que cette ville n'a jamais entendue. C'est l'histoire de l'homme que vous admiriez tous tant. Mon mari, le docteur Antoine Leclerc. » Un souffle collectif parcourut la salle. La mention du nom sacré d'Antoine, non pas comme un idéal, mais comme le centre du problème, était un blasphème. Le visage du maire Dubois devint pourpre. « C'est un scandale !» s'exclama-t-il. « Vous n'allez pas salir la mémoire d'un grand homme pour excuser le comportement d'un délinquant ? Je ne suis pas ici pour salir la mémoire de qui que ce soit, » répondit Geneviève, son calme inébranlable. « Je suis ici pour dire la vérité, parce que c'est la seule chose qui puisse guérir ma famille. Et c'est la seule chose que vous méritez d'entendre avant de vous arroger le droit de nous juger. » Elle ouvrit le porte-documents en cuir sur la table devant elle. La bataille avait commencé, et elle venait de tirer le premier coup, le plus inattendu. « Vous avez tous connu le docteur Leclerc, » dit Geneviève, sa voix résonnant dans la salle silencieuse et choquée. « Vous avez connu le médecin dévoué, le pilier de notre communauté, l'homme qui vous a consolé et guéri. Et il était tout cela. Mais il y a des parties d'une personne que seule sa famille connaît. » Elle prit la première lettre. « Ceci est une lettre qu'Antoine a écrite à notre fils, Étienne, quand il était à l'université. J'aimerais lire un passage. » Sa voix ne trembla pas. Elle lut le passage sur l'art, étant une fantaisie bohème, et la nécessité de se concentrer sur quelque chose de substantiel. Puis, elle prit une autre lettre. « Ceci, c'est quand Étienne a pensé à étudier à Florence. Une perte totale de temps et d'argent. Ne me déçois pas, Étienne. » Elle continua, sa voix calme et méthodique, lisant extrait après extrait. Chaque mot, chaque phrase, était un coup de marteau sur le piédestal de marbre sur lequel la ville avait placé Antoine Leclerc. Elle ne criait pas, n'accusait pas. Elle présentait simplement les faits de la propre écriture de l'homme. L'atmosphère dans la salle commença à changer. La certitude sur les visages de l'assistance fut remplacée par la confusion et l'inconfort. Ils étaient forcés de réconcilier leur héros avec l'homme de ses lettres, un homme froid, contrôlant et dédaigneux des passions de son propre fils. Étienne a passé sa vie à essayer de gagner une approbation qui ne venait jamais, dit Geneviève, posant la dernière lettre. Il aimait son père, mais vivait terrorisé à l'idée de le décevoir. Et cette peur, cette pression, n'a pas disparu à la mort d'Antoine. Étienne l'a portée avec lui. Et, sans s'en rendre compte, il l'a transmise à son propre fils. Elle se tourna vers Léo. « Ce garçon, dit-elle, sa voix s'adoucissant, n'est pas un délinquant. Il est le produit de générations de douleurs. Il porte la frustration de son père et la désapprobation de son grand-père. Sa colère n'est pas de la méchanceté. C'est le cri d'une âme à qui on a dit, de toutes les manières possibles, qu'elle n'est pas suffisante. » Elle ouvrit alors les carnets d'Étienne, montrant les dessins à la salle. C'était mon fils, l'artiste que son père a tenté d'effacer. Un homme d'une sensibilité et d'un talent incroyables. Puis, elle prit les dessins de Léo. « Et voici mon petit-fils, qui a le même don, le même esprit. L'incident sur la place, pour lequel je m'excuse de la perturbation causée, n'était pas un acte de violence aléatoire. C'était la réaction d'un garçon qu'on moquait précisément pour cette sensibilité qui a été une source de conflit dans sa famille pendant des décennies. » Elle regarda directement le maire Dubois, puis Madame Pelletier, puis le reste de la salle. « Vous voulez me prendre mon petit-fils.
Vous voulez l'envoyer dans une institution pour être réparé, mais il n'est pas cassé. Ma famille l'était, et maintenant, pour la première fois, nous essayons de recoller les morceaux, ensemble. Ce dont il a besoin, ce n'est pas de jugement, ni de discipline imposée par des étrangers. Ce dont il a besoin, c'est de ce qu'il n'a jamais eu, une acceptation inconditionnelle. Il a besoin de temps, de patience, et d'un endroit où il peut enfin être lui-même, sans peur de décevoir un fantôme. Elle termina. Le silence qui suivit était profond, dense, rempli non pas d'hostilité, mais d'une réévaluation stupéfaite. Le récit avait été renversé. Geneviève ne s'était pas défendue. Elle avait expliqué. Et ce faisant, elle avait exposé la vérité complexe et douloureuse derrière la façade simple de l'adolescent à problème. Elle avait donné à leur douleur un nom, une histoire, une lignée. Et contre cela, les préjugés et les règles mesquines du maire Dubois n'avaient aucune défense. Le premier à rompre le silence ne fut pas le maire, mais un vieux fermier assis au fond, Monsieur Renaud. Il leva sa main ridée. « Je me souviens de votre garçon, Étienne, » dit-il, sa voix rauque. « Il venait à ma ferme dessiner les animaux. Il avait un bon œil, c'était un bon garçon. Je me suis toujours demandé pourquoi il n'avait jamais suivi cette voie. » Il regarda les lettres sur la table, et la compréhension remplit ses yeux. Puis, le docteur Isabelle Rossi se leva. « Si vous me le permettez, » dit-elle en s'adressant au conseil. « En tant que professionnelle de la santé, je peux vous dire que ce que Madame Leclerc a décrit est un schéma classique de traumatisme générationnel. La guérison ne se produit pas dans les institutions, mais dans des environnements sûrs et bienveillants. Retirer Léo à sa grand-mère, à ce moment crucial de sa guérison, serait professionnellement négligent et profondément préjudiciable pour le garçon. Son témoignage, venant de la nouvelle médecin de la ville, donna un poids clinique et incontestable au récit émotionnel de Geneviève. Le maire Dubois était acculé. Son public, qu'il avait rassemblé pour le soutenir, le regardait maintenant avec incertitude. Sa croisade morale s'était effondrée, se révélant être basée sur une compréhension superficielle et partiale. Il se racla la gorge, essayant de reprendre le contrôle. « Eh bien, c'est tout, très émouvant. Mais cela ne change rien au fait du comportement. Cela change tous les faits, Jean-Pierre, » l'interrompit Geneviève, sa voix sans aucune trace de soumission. Cela change le contexte, l'intention, la signification. Et sans cela, les faits ne sont que des ragots. La réunion se dispersa sans vote formel. Il n'y avait rien à voter. Geneviève avait gagné, non pas en battant ses adversaires, mais en les éduquant. Elle et Léo se levèrent. Alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie, les gens s'écartèrent, non pas avec hostilité, mais avec un nouveau respect. Certains hochèrent même la tête en signe de reconnaissance. En passant devant Madame Pelletier, celle-ci ne put soutenir le regard de Geneviève. Elle murmura un « désolé », presque inaudible. Geneviève et Léo sortirent dans l'air frais du soir. La place était calme, éclairée par les lampadaires anciens. Ils marchèrent en silence jusqu'à la librairie. Ce n'était pas une marche de victoire exultante, mais de soulagement silencieux et profond. En rentrant chez eux, Léo se tourna vers Geneviève. Ses yeux brillaient. « Personne ne m'a jamais défendu comme ça, » dit-il, la voix brisée. « Nous nous sommes défendus l'un l'autre, » corrigea-t-elle, avec un petit sourire. Cette nuit-là, la dynamique de Bellerive-sur-Loire avait changé. La légende du docteur Leclerc avait acquis une dimension humaine, avec toutes ses failles. Et la veuve âgée s'était révélée être une femme d'une force et d'une sagesse inattendues. La ville avait été forcée de regarder au-delà de ses propres façades bien rangées et d'affronter la vérité que les histoires les plus importantes sont souvent les plus compliquées. Et à la maison, au-dessus de la librairie, une grand-mère et son petit-fils avaient enfin trouvé le début de leur propre paix. Les mois qui suivirent furent comme le printemps arrivant lentement à Bellerive après un long hiver. Le changement ne fut ni immédiat ni spectaculaire, mais plutôt un dégel progressif. Les chuchotements à propos de Léo furent remplacés par un respect réticent et, finalement, par une acceptation silencieuse. Les gens commencèrent à voir Léo différemment. Ils le voyaient aider sa grand-mère à la librairie, dessiner sur la place non pas avec colère, mais avec une concentration paisible. Ils le voyaient un sourire, un événement rare qui illuminait tout son visage. Madame Pelletier, un matin, laissa une brioche chaude à la porte de la librairie sans dire un mot. C'étaient ses excuses, dans la seule langue qu'elle connaissait. Geneviève les accepta d'un signe de tête quand elle la croisa dans la rue plus tard. Léo, libéré du poids de son passé et du jugement de la ville,
commença à s'épanouir, avec l'aide du docteur. Rossi, Geneviève trouva un programme d'art en ligne qui lui permit de développer son talent. Il passait des heures dans l'atelier, non seulement à restaurer des livres, mais à créer ses propres œuvres. La chambre qu'il avait autrefois appelée un mausolée devint son studio, les murs maintenant couverts de ses propres dessins. La relation entre la grand-mère et le petit-fils se solidifia en un partenariat d'affection et de respect mutuel. Ils partageaient des dîners tranquilles, des conversations sur l'art et les livres, et de longues périodes de silence confortable, chacun travaillant sur ses projets dans l'atelier. Geneviève lui apprit l'art de la patience, à travers la restauration de livres. Il lui apprit la beauté de la vulnérabilité. Un après-midi d'été, ils étaient assis dans le jardin à l'arrière. L'air était parfumé de l'odeur des roses et de la terre humide. Geneviève réparait le dos d'un vieux livre de poésie, et Léo la dessinait, tout comme son père l'avait fait tant d'années auparavant. Il lui montra le dessin. Il avait capturé non seulement ses traits, mais sa force, sa sérénité, la lumière dans ses yeux. « C'est magnifique, Léo, » dit-elle, sincèrement émue. « J'avais un professeur d'art à Paris, » dit Léo, en regardant son dessin. Il disait que l'art, c'est la vérité, qu'un bon artiste ne peint pas ce qu'il voit, mais ce qu'il ressent comme étant vrai. Il la regarda. « Vous m'avez appris la vérité. » Geneviève sourit, un sourire qui effaça des années de solitude. « Et toi, mon cher garçon, tu m'as appris à me battre pour elle. » À 65 ans, elle était redevenue mère, non pas d'un enfant, mais d'une nouvelle opportunité, d'une seconde chance pour sa famille. Et le père de tout cela, l'héritage d'un homme compliqué, avait finalement été compris et mis au repos. Le cycle était brisé. La librairie s'appelait « Le temps retrouvé ». Geneviève n'avait jamais aussi bien compris sa signification. Elle et Léo n'avaient pas effacé le passé, mais l'avaient redécouvert, réparé ses pages déchirées et, ensemble, ils avaient commencé à écrire un nouveau chapitre. Un chapitre non pas sur la douleur héritée, mais sur l'amour choisi. Et dans les pages silencieuses de Bellerive-sur-Loire, leur histoire, enfin, trouva sa paix. Et ainsi, dans les pages silencieuses de Bellerive, une nouvelle histoire fut écrite, prouvant que les familles, tout comme les vieux livres, peuvent être restaurées avec de la patience, de la vérité et de l'amour. Si le voyage de Geneviève et Léo a touché votre cœur et vous a fait réfléchir aux histoires non racontées de votre propre vie, laissez un like pour nous dire que ce récit a résonné en vous. Partagez vos réflexions dans les commentaires et, plus important encore, rejoignez notre communauté de lecteurs en vous abonnant à la chaîne pour plus d'histoires qui explorent les profondeurs de l'âme humaine. Merci de votre écoute.